merci d'être encore nombreux en fin de journée, comme ça, le deuxième jour du forum, pour venir écouter parler du microbiote. C'est que vous êtes vraiment très motivés. Et donc, on va aborder ces questions du microbiote intestinal dans l'esprit général du forum, qui est d'intégrer cette question de finalement ce qu'on a dans le ventre. Est-ce que ce qu'on a dans le ventre ne vient pas aussi jouer un rôle dans le développement de l'addiction? Ici, dans la perspective qu'on a voulu dans cette séance, on a voulu partir d'abord d'un point de vue général sur cette question du microbiote. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez fort à la mode, qui développe le rôle que peut avoir finalement ces centaines de milliards de bactéries qu'on a au niveau du tube digestif, et la manière dont ça vient jouer un rôle sur notre santé. Donc c'est un sujet qui est à la mode et que je vais introduire dans un premier temps. On a également deux autres orateurs. D'abord une oratrice qui est Sophie Leclerc, donc qui est chercheuse postdoctorale à l'UCL et qui travaille, dont les travaux maintenant depuis une petite dizaine d'années ont porté sur la compréhension du rôle du microbiote dans le développement de la dépendance à l'alcool. Elle a vraiment été à l'origine de ses premiers travaux, et donc elle a un travail qui est un travail qu'elle a développé, qui est tout à fait pionnier dans le domaine et qui évolue avec le temps, et d'année en année, on arrive à des questions qui sont de plus en plus précises par rapport à l'implication du microbiote dans le développement des addictions, mais aussi où on arrive à des dimensions de preuve qui sont vraiment plus importantes aussi avec le temps, et où on est de plus en plus convaincu que ça pourrait jouer un rôle. Maintenant, le microbiote, c'est une communauté. Donc, on parlait d'addiction et société. Le microbiote, c'est une communauté de bactéries. Et donc, c'est comme... Et vous verrez qu'un des points qui est soulevé, c'est est-ce que cette communauté de bactéries ne joue pas un rôle dans la manière dont, entre êtres humains, on participe aussi à la communauté humaine. Donc, comme s'il y avait un espèce de parallèle qui pourrait exister entre les deux. Et donc c'est une question qui est très, très interpellante, à laquelle on est confronté actuellement. Et le dernier orateur, c'est Pierre Delaplace, donc, qui est un agronome. Donc l'idée, c'était de vous emmener un peu ailleurs aussi, puisqu'on est parti de l'individu et puis on part vers la société, et peut-être vers la société de demain. On a invité un agronome parce que on pense que c'est important aussi de se rendre compte, là, dans une perspective qui est une perspective presque plus sociétale et écologique, de le rôle de ce microbiote au niveau de la santé des sols. Et donc, on est, comme être humain, habité par cette communauté de bactéries, mais aussi de virus, de champignons. On est plein de pas mal de choses complexes. Et l'idée, c'est de réfléchir aussi dans une perspective plus large qui vise finalement à s'intéresser, est-ce que cette question du microbiote n'est pas aussi quelque chose qui pourrait avoir un rôle même dans l'évolution et l'avenir de l'agriculture, avec la question d'équilibre à respecter aussi du côté de la nature, donc en repartant vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une ouverture. C'est comme ça que nous est venue l'idée d'inviter Pierre Delaplace à clôturer finalement le forum dans une perspective qui est une perspective très ouverte. Donc, moi, dans un premier temps, je vais aborder la question du microbiote intestinal dans une perspective générale, microbiote comme nouvelle cible thérapeutique pour la santé, avec cette idée, finalement, qu'on a affaire, quand à un monde qui est un monde extrêmement complexe, dont on ne connaît que... Alors, c'est une diapositive qui est présentée dans beaucoup d'exposés différents, mais qui vient suggérer l'idée que
On a affaire à un monde dont on connaît finalement pas grand-chose à l'heure actuelle et qui a toute une part qui reste inconnue. Mais déjà dès le départ, en fait, lorsque le monde des bactéries a été étudié, on partait de l'idée, au départ, on ne parvenait qu'à cultiver une petite partie des bactéries. Et donc, pendant longtemps, ce monde de la microbiologie a été finalement extrêmement limité par des contraintes qui étaient des contraintes techniques. Et puis, il y a eu, avec les progrès de la technique, l'émergence de nouvelles technologies de séquençage de l'ADN qui ont permis finalement une analyse qualitative et quantitative de ce que constitue le microbiote. Donc, c'est des techniques qui sont des approches complexes qui permettent finalement de connaître en finesse ce qu'on a finalement au niveau du tube digestif. Et ça a fait faire un bond énorme à ce monde de microbiote et à la compréhension qu'on peut avoir de ce monde. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a actuellement un tel engouement, c'est qu'il y a eu des progrès techniques qui étaient des progrès extrêmement importants. Alors, le microbiote intestinal, c'est environ 10 exposant 14 bactéries, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que les cellules humaines qu'on peut avoir dans l'organisme. Ça veut dire en gros que vous et moi, on est composés à 90% de bactéries et 10% de cellules humaines. Alors, ce n'est pas évidemment la meilleure nouvelle de la soirée, mais on ne doit pas s'en faire parce que ces bactéries sont toutes petites et donc les cellules humaines occupent quand même beaucoup de place. L'autre particularité, c'est que ces bactéries sont également occupées, contiennent également des éléments de génome qui sont extrêmement importants. Donc la richesse génétique de notre monde bactérien est nettement supérieure à celle de nos cellules eucaryotes, de nos cellules humaines. Alors, ce microbiote intestinal, il varie de manière importante dans sa proportion. On voit que dans l'estomac, il y a finalement une invasion bactérienne qui est relativement faible en quantité. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans le tube digestif, les quantités augmentent pour arriver à des quantités de l'ordre de 10 exposants 13 par exemple au niveau du côlon. Donc il y a une augmentation, une concentration au fur et à mesure qu'on avance au niveau du tube digestif. Et par ailleurs, il y a des changements radicaux dans la composition de ce microbiote au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, ce microbiote intestinal, les raisons pour lesquelles on s'y intéresse beaucoup, c'est aussi parce que c'est un ensemble de bactéries qui a une fonction qui a un nombre de fonctions importantes du côté de la synthèse des vitamines, du côté de fonctions métaboliques, ça va jouer un rôle important dans la régulation du métabolisme. Le microbiote, et on en reparlera tout à l'heure, joue un rôle dans la régulation de la fonction barrière de l'intestin. Ça joue un rôle tout à fait essentiel au niveau de l'immunité. Ça, je reviendrai également sur ce plan-là. Et puis, ça va également permettre à jouer un rôle également dans le fonctionnement de notre cerveau qui est finalement très en relation avec ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal. Alors, on peut dire que l'intestin, c'est une forme de glande géante. Donc, on connaît bien toutes les fonctions endocrines jouées par la glande thyroïde, par le pancréas qui joue un rôle dans le diabète. Enfin, une série d'organes joue un rôle joue des rôles de glandes endocrines. Eh ben, on peut dire que d'une certaine façon, le tube digestif va jouer un rôle de glande endocrine, mais qui est beaucoup plus grand que n'importe quelle des glandes endocrines qu'on a dans l'organisme, puisqu'il y a plus d'une centaine de métabolites qui sont émises à partir du microbiote intestinal, et que par ailleurs, ce qui est vraiment
intéressant et qui suscite autant d'intérêt, c'est que c'est comme si c'était une glande endocrine, mais dont on peut modifier le fonctionnement éventuellement avec des approches thérapeutiques. Et tout à l'heure, je terminerai par ces aspects-là pour introduire finalement cette question de qu'est-ce qu'on peut faire en fait du côté de ce microbiote intestinal. Maintenant, première question, qu'est-ce qui va influencer la composition du microbiote intestinal? Alors, on peut d'abord partir de la question de la genèse du microbiote. L'enfant, quand il vient au monde, il a vécu dans un univers qui est pratiquement stérile, et donc il n'est pas ensemencé par un microbiote. Et donc, la manière dont il va venir au monde, soit par voie naturelle, soit par césarienne, va déjà au départ influencer cet envahissement et influencer de manière importante la composition du microbiote. Donc ça, c'est un premier élément. L'allaitement maternel va également enrichir de manière importante la composition du microbiote intestinal. Et puis par la suite, l'alimentation va jouer un rôle, l'environnement va jouer un rôle, le fait d'être en interaction avec d'autres, il y a une part du microbiote qu'on va partager également avec les personnes avec lesquelles on vit. Il y a des éléments qui vont forcément se communiquer aussi à ce niveau-là. La prise d'antibiotiques va jouer un rôle très important, et Sophie Leclerc en reparlera tout à l'heure, et elle montrera à quel point ça peut jouer, en tout cas dans des modèles animaux, un rôle important, même sur des aspects comportementaux. L'exposition à des stress importants, ça c'est un élément qui joue un rôle également important dans la composition du microbiote. Et ça, c'est important. On sait à quel point l'exposition à des stress en psychopathologie peut jouer un rôle sur l'expression des maladies. Eh bien, il y a une part probablement de cette influence qui se fait via des modifications du microbiote intestinal, mais ça veut dire aussi des lieux où on a des possibilités d'intervention. Alors, ce microbiote travaille en interaction permanente avec la muqueuse intestinale qui renferme à peu près 70 à 80% des lymphocytes de l'organisme. Et donc, c'est dire si c'est un organisme humain par excellence, en fait. Donc, c'est un lieu de création d'immunité. C'est un endroit tout à fait extraordinaire puisqu'on a une barrière de contact par rapport au monde extérieur. On peut dire que d'une certaine façon, le contenu de l'intestin, c'est le monde extérieur. On a une barrière de contact qui est très importante, qui explique que finalement ce lieu soit occupé de manière importante par des lymphocytes. L'intestin, c'est aussi un système nerveux entérique qui est extrêmement riche. Après le cerveau, c'est l'organe qui est le plus innervé. 200 à 600 millions de neurones, c'est à peu près autant de neurones que dans le cerveau d'un chien. Donc c'est quelque chose de relativement important. Et puis ce microbiote, il va communiquer avec le système immunitaire, et puis il va y avoir également toute une communication qui va avoir lieu avec le système nerveux. Alors, on peut parler d'un vrai dialogue entre l'intestin et le microbiote, avec l'intestin qui envoie, le microbiote qui envoie une série de signaux qui vont modifier le fonctionnement de l'intestin envoyant lui-même une série de signaux qui vont modifier la composition du microbiote intestinal. Et donc, c'est comme s'il y avait une communication permanente, finalement, entre l'intestin et le microbiote intestinal. Et puis, il y a cette idée de l'évolution au cours du temps. Je vous ai parlé tout à l'heure des effets, finalement, du type de naissance, par voie naturelle ou par césarienne. Eh ben, ça va influencer de manière importante le type de bactéries
qui vont être présentes au départ. Et puis, au fur et à mesure que l'individu grandit, dans l'enfance, c'est une période de modification radicale du microbiote intestinal. Donc, c'est des moments où vont se créer finalement des nouvelles espèces vont venir progressivement prendre le pas sur des espèces plus anciennes, augmentant la diversité de composition du microbiote. C'est une période également qui est caractérisée par une instabilité importante et qui va pouvoir éventuellement, en fonction de changements de régime alimentaire, d'exposition à des maladies ou à des antibiotiques, donner lieu à des changements rapides de composition du microbiote. Et puis ce microbiote continue à évoluer et va finalement en quelque sorte se stabiliser de manière globale chez l'adulte. Ce n'est pas complètement stable, mais ça change, mais de manière plus lente que chez l'enfant. Et alors, la composition continue à se modifier aussi dans les âges plus élevés pour arriver à des communautés bactériennes qui sont différentes de celles qu'on rencontre à l'âge adulte. Alors, le microbiote, de manière globale, a été associé des altérations du microbiote, et ça, c'est vraiment le résultat d'une série de recherches des dernières années qui montrent que le microbiote intestinal est associé à une série de maladies somatiques, typiquement des maladies métaboliques, comme l'obésité, le diabète, mais également des maladies intestinales inflammatoires. Et ça, c'est assez facile à comprendre. Si on a une altération importante de la composition du microbiote, il va y avoir également une altération de la composition et du fonctionnement de l'intestin, comme dans la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique. Mais il existe également un lien entre ce microbiote et le cerveau. Ce qui a été montré récemment et de manière très claire, c'est que le microbiote pouvait jouer un rôle dans l'apparition de l'autisme. C'est probablement une des premières observations qui ont été faites d'une implication sur un plan psychiatrique de ces modifications de microbiote. Ça peut intervenir également dans certaines formes de dépression, peut-être bien dans la schizophrénie, il y a des questions qui se posent, dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, et également, et ça c'est en partie des travaux de Sophie Leclerc qui ont permis de mettre ça en évidence, dans le cadre de la dépendance à l'alcool. Alors, on a affaire à un intestin qui est peuplé très tôt après la naissance par ces bactéries, par des virus, par des champignons, avec l'idée qu'il va y avoir certaines populations bactériennes qui vont rester là en permanence et qui vont influencer nos comportements. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que l'histoire de ces bactéries pourrait aussi, en quelque sorte, croiser l'histoire du développement des maladies psychiatriques et des addictions. Et qu'en quelque sorte, cet univers bactérien complexe participerait aussi à quelque chose de la construction de l'individu, de l'ontogénèse. On a des collègues irlandais qui sont un peu des poètes, ils parlent d'un inconscient collectif qui se situerait dans notre intestin. C'est pousser la question un peu loin, ça va choquer les psychanalystes, mais bon, ils ne sont pas psychanalystes, ça je peux vous assurer. Et donc on est dans une interrogation finalement sur le rôle de ce microbiote. Maintenant, le microbiote intestinal va également jouer un rôle dans les fonctions cérébrales. Certaines études très récentes ont montré chez l'enfant que la composition du microbiote était associée à certaines avancées ou retards de développement chez le petit enfant. Donc il y a quelque chose de l'ordre du microbiote qui va influencer le développement de l'individu. Ça va jouer également au niveau de l'état d'humeur ou du développement d'affects anxieux. Ça, c'est des choses qui ont été montrées et chez l'animal et chez l'homme.
Et un autre élément important, c'est qu'il y a une série d'études maintenant qui soulignent le fait que ça joue un rôle important aussi pour les communications et les interactions interpersonnelles. Et ça, évidemment, ça nous intéresse très fort dans notre idée du lien entre les addictions et la société, si cette dimension sociale est une dimension qui joue un rôle important et si effectivement cette communauté bactérienne au niveau de l'intestin peut jouer un rôle dans la manière dont s'expriment les interactions sociales. Alors, les premières évidences, elles sont très anciennes. Au tout début du siècle, des chercheurs ont montré que les bactéries pouvaient jouer un rôle. Il y a même eu un tout premier prix Nobel de médecine en 1908 qui a été oublié depuis longtemps, qui préconisait finalement l'utilisation de doses de probiotiques, donc qui sont des produits bactériens qui contiennent des bactéries lactiques pour retarder l'apparition de la salinité. Je ne suis pas sûr que ces travaux soient encore cités fréquemment et je ne suis pas sûr qu'on utilise encore ces probiotiques lactiques dans le retard, la manière de retarder la salinité. En attendant, c'est des travaux qui apparaissaient comme convaincants à l'époque. Plus tard, en 1910, des chercheurs anglais ont soutenu l'idée que les bactéries lactiques pouvaient aussi avoir un effet sur l'apparition des signes de la dépression. Alors, par ailleurs, le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans les intégrations entre les éléments neuronaux et les éléments humains. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais c'est ce qui se passe au niveau du microbiote va pouvoir passer en partie la barrière hémato-encéphalique et par ce biais-là influencer ce qui se passe au niveau cérébral, au niveau de la microglie, au niveau des cellules inflammatoires au niveau cérébral, avec l'idée que déjà chez le fœtus, le microbiote de la mère va influencer le développement cérébral par activation de récepteurs humains. Et là, je parle vraiment de cette question du rôle de l'inflammation, avec le fait que les signaux humains jouent un rôle dans le développement d'un certain nombre de pathologies, que le cerveau va utiliser des signaux humains comme il utilise les neurotransmetteurs ou des neuromodulateurs, donc ça joue un rôle de signal aussi au niveau cérébral, et par ailleurs, ça joue un rôle dans le développement sur le plan neuronal, axonal et de la plasticité cérébrale. Alors, une notion importante, c'est cette idée de comportement de maladie. Quand vous êtes confronté à une infection, un virus, une bactérie, votre cerveau va réagir à ça par l'apparition de symptômes de fièvre, éventuellement par une activation de l'axe hypophyso-surrénalien, ce qui donne lieu à des changements de comportement. Vous êtes fatigué, vous restez dans votre lit, vous avez mal dans les membres, vous avez du mal à vous déplacer. Et donc, il y a cette forme d'asthénie et d'anédonie qui est propre à ce que vous rencontrez dans des situations de fièvre. Et l'idée, c'est que ces phénomènes inflammatoires vont finalement, si l'inflammation perdure, donner lieu à des symptômes de dépression. Et ce qu'on découvre les derniers temps, c'est que les origines de cette inflammation sont quand même principalement liées à ce qui se passe au niveau de l'intestin. Maintenant, le microbiote ne communique pas que via l'inflammation. Il communique via l'inflammation, mais il va également influencer l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc c'est l'axe du stress. Il va également communiquer de manière assez directe via le nerf vague. Et maintenant, on a même des travaux qui montrent qu'en dessous des cellules épithéliales, il existe en fait des terminaisons nerveuses qui vont directement informer le cerveau de ce qui se passe au niveau de l'intestin. Donc il y a une communication qui est une communication très directe entre les deux. Alors, l'inflammation en elle-même va influencer le métabolisme du tryptophane qui joue un rôle de manière importante dans l'expression des comportements. Et finalement, au niveau le microbiote en lui-même va envoyer une série de métabolites qui vont avoir des propriétés neuroactives et agir sur le fonctionnement du cerveau.
Finalement, on part de l'idée alors d'un axe intestin-cerveau qui a été étudié par des approches qui sont des approches diverses. Il a été étudié par des approches qui sont des approches de transplantation fécale, c'est-à-dire on prend les germes qui sont présents, qui sont dans les selles, et on les transplante à un autre animal. Ça a été essayé aussi de l'homme à l'homme, et avec un succès plus ou moins important. Maintenant, ce qu'on utilise également, c'est des probiotiques et des prébiotiques, mais ça, j'y reviendrai tout de suite. Et finalement, ce qui a été très, très utilisé au départ, c'est des études chez des souris germ-free. Les souris germ-free, c'est des souris asthéniques qui ne sont pas, qui ont toujours été préservées à l'écart de toute contamination par un milieu bactérien ou de virus ou de champignons. Et on étudie alors par ce modèle-là en quoi ça va influencer finalement le comportement de l'individu. Des études d'infection ont pu également montrer à quel point le microbiote pouvait jouer un rôle sur le développement du comportement. Chez la souris germ-free, par exemple, on a pu observer que la souris germ-free possédait une forme de diminution de la sensibilité à l'apprentissage de l'anxiété. Et donc, c'était une souris qui est une souris moins anxieuse. Et en lien avec ça, il y avait une diminution de la connectivité entre des régions de contrôle au niveau cérébral et l'amygdale cérébrale, qui est une zone qui est habituellement dédiée à l'émotion. Donc on voit bien que le fait que cette souris ne soit pas exposée à des bactéries va influencer de manière radicale son comportement vis-à-vis de l'anxiété. Maintenant, je vais développer cette notion de probiotiques et de prébiotiques. Les probiotiques, en fait, s'il s'agit de bactéries vivantes, généralement, on utilise jusqu'à présent essentiellement des lactobacilles ou des bifidobactéries. On en a dans certains yaourts, les yaourts enrichis au bifidus, qui sont, on les appelle probiotiques parce qu'elles ont des effets bénéfiques pour la santé. Et donc, on peut les donner sous forme de yaourt, on peut les donner sous forme de gélules, et elles vont influencer comme ça de manière positive la santé. À côté des probiotiques, on s'intéresse beaucoup aux prébiotiques. Les prébiotiques étant des fibres alimentaires, en fait, qui sont des hydrates de carbone, mais qui ne sont pas fermentés directement par la digestion, mais qui vont être fermentés par les bactéries. Et la définition du prébiotique, c'est également que ça a un effet positif sur le développement de la santé. Et on voit que par des approches qui sont des approches vraiment nutritionnelles, on peut éventuellement influencer la santé. Alors, on voit ici une série de produits comme la betterave, comme l'artichaut, comme le topinambour, les asperges, les oignons, qui vont avoir, qui contiennent finalement une série de substances qui ont des propriétés positives au niveau pour l'individu, dans le sens qu'elles vont être métabolisées et fermentées par les bactéries et par ce biais-là, changer la composition du microbiote intestinal. Et on trouve que c'est une approche qui est une approche vraiment très intéressante. Et c'est vrai qu'à l'UCL, les équipes de Nathalie Delzen, de Patrice Cagny, se sont fort centrées sur ces approches prébiotiques, parce que ces approches qui ne sont pas forcément très coûteuses, mais qui peuvent naturellement avoir un effet positif sur la santé de l'individu. Avec cette idée que finalement, quand on modifie la dysbiose, alors ici, on est déjà dans la métaphore de l'agriculture, on a cette idée qu'on va finalement enrichir le terrain par l'approche probiotique qui consisterait à semer des graines, donc on sème des bactéries, ou par l'approche prébiotique qui consiste à nourrir le microbiote de manière différente, et par ce biais-là, changer la composition du microbiote et passer d'un état de dysbiose, qui est un état qui va être néfaste pour l'individu, à un état qui va être bon pour l'individu, qu'on peut appeler l'eubiose, et qui va finalement favoriser la santé de l'individu. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Sophie Leclerc.